Histoire. Les merveilleux exploits de Grasshopper. Un homme de petite taille se retrouve seul dans une prairie. Il pensa: comment suis-je arrivé ici? N'y a-t-il aucun être sur cette terre à part moi-même? Je dois voyager et voir. Je dois marcher jusqu'à trouver la demeure des hommes. Dès que sa décision fut prise, il partit, il ne savait où, à la recherche d'habitation. C'était un petit garçon résolu, et aucune difficulté ne pouvait le détourner de son objectif. Ni les prairies, ni les rivières, ni les bois, ni les tempêtes n'avaient pour effet de décourager son courage ou de le faire reculer. Après un long voyage, il arriva dans un bois dans lequel il vit des souches d'arbres pourris, comme si elles avaient été coupées dans les temps anciens, mais aucune autre trace d'homme. Poursuivant son voyage, il trouva des marques plus récentes du même genre. Après cela, il rencontra de nouvelles traces d'êtres humains. D'abord leurs pas, puis le bois qu'ils avaient abattu, en tas. Poursuivant son chemin, il émergea de la forêt vers le crépuscule et aperçut au loin un grand village de hautes huttes dressées sur un terrain surélevé. Je suis fatigué de ce dog-trot, se disait-il. J'y arriverai en courant. Il partit de toute sa vitesse. En arrivant à la première loge, sans effort particulier, il sauta par-dessus et se trouva debout près de la porte de l'autre côté. Ceux qui étaient à l'intérieur virent quelque chose passer par-dessus l'ouverture du toit. Ils pensèrent, à l'ombre qu'il projetait, qu'il devait s'agir d'un énorme oiseau, puis ils entendirent un bruit sourd sur le sol. Qu'est-ce que c'est? Ont-ils tous dit et plusieurs sont sortis en courant pour voir. On l'invita à entrer, et il se trouva en compagnie d'un vieux chef et de plusieurs hommes assis dans la loge. De la viande était placée devant lui, après quoi le vieux chef lui demanda où il allait et quel était son nom. Il répondit qu'il était à la recherche d'aventure et qu'il s'appelait Sauterelle. Ils ouvrirent tous les yeux sur l'étranger avec un large regard. Sauterelle, se murmuraient les uns aux autres, et un rire général retentit. Ils l'invitèrent à rester avec eux, ce qu'il était enclin à faire, car c'était un village agréable, mais si petit qu'il embarrassait constamment Sauterelle. Il était en perpétuel problème. Chaque fois qu'il serrait la main d'un étranger à qui il pouvait être présenté, telle était l'abondance de sa force, sans le vouloir, il tordait son bras jusqu'à l'épaule. Une ou deux fois, par simple jeu, il frappa les garçons, autour de la loge, sur le côté de la tête, et ils s'envolèrent hors de vue comme s'il avait été abattu par un arc. Et ils ne purent jamais être retrouvés, bien qu'ils fussent recherchés dans tout le pays, au loin. Si Sauterelle se proposait une petite promenade le matin, il se trouvait aussitôt à des kilomètres de la ville. Lorsqu'il entrait dans une loge, s'il lui arrivait de s'oublier un instant, il traversait les murs de cuir, de bois ou de terre, comme s'il eût simplement traversé un buisson. À ses repas, il cassait tous les plats, les déposait aussi légèrement qu'il le voulait, et sortant une jambe du lit quand il se levait, il lui arrivait souvent de se pousser du haut de la hutte. Il voulait plus de liberté, et après un court séjour, au cours duquel, en abandonnant accidentellement ses forces, il avait presque dévasté tout l'endroit et l'avait rempli de huttes démolies, de poteries brisées et d'hommes manchots, il se décida à partir. De plus, emmenant avec lui un jeune homme qui avait noué un fort attachement pour lui et qui pourrait lui servir de porteur de pipe. Car Grasshopper était un grand fumeur, et de vastes nuages le suivaient partout où il allait, pour que les gens puissent dire « Sauterelle arrive » par la puissante fumée qu'il soulevait. Ils partaient ensemble, et quand son compagnon était fatigué de marcher,
Sauterelle le faisait avancer d'1 kilomètre ou 2 en le lançant en l'air et en l'éclairant dans un endroit doux parmi les arbres, ou dans un endroit frais. Spot dans un étang d'eau, parmi les carex et les nénuphars. D'autres fois, il allégeait le chemin en exhibant quelques tours, comme sauter par-dessus les arbres et se retourner sur une jambe jusqu'à faire voler la poussière. Ce dont le porteur de pipe était extrêmement content, bien qu'il arrive parfois que le caractère de ses gambades l'effrayait. Car Sauterelle sauterait dans les airs loin devant, sans le moindre signe d'une telle intention, et il faudrait au petit porteur de pipe une demi-journée de voyage pour le rattraper, et puis la poussière soulevée par Grasshopper était souvent si épaisse et si lourde qu'elle enfouissait complètement le pauvre petit porteur de pipe et obligeait Grasshopper à creuser avec diligence et avec force pour le faire sortir vivant. Un jour, ils arrivèrent dans un très grand village où ils furent bien accueillis. Après y être restés quelque temps, au cours duquel Sauterelle, dans un accès d'abstraction, traversa les côtés de 3 loges sans s'arrêter pour chercher la porte, ils furent informés de l'existence d'un certain nombre d'esprits méchants qui vivaient à une certaine distance, et qui avaient pour habitude de tuer tous ceux qui venaient à leur loge. Des tentatives avaient été faites pour les détruire, mais ils s'étaient toujours révélés plus que de taille face à ceux qui s'étaient opposés à eux. Grasshopper a décidé de leur rendre visite, même si on lui a fortement déconseillé de le faire. Le chef du village l'avertit du grand danger qu'il encourait, mais trouvant Sauterelle résolu, il dit : « Eh bien, si vous y allez, étant mon invité, j'enverrai 20 guerriers pour vous servir. » Sauterelle l'a remercié pour l'offre, bien qu'il ait suggéré qu'il pensait pouvoir s'en passer, ce à quoi le petit porteur de pipe a souri, car son maître n'avait jamais montré dans ce village ce qu'il pouvait faire, et le chef pensait que Sauterelle, étant petit lui-même, il aurait probablement besoin d'au moins 20 guerriers pour affronter les mauvais esprits avec une chance de succès. Une vingtaine de jeunes hommes sont apparus. Ils se mirent en route, et après environ une journée de voyage, ils aperçurent la loge des Manitos. Sauterelle plaça son ami, le porteur de pipe, et les guerriers, assez près pour voir tout ce qui se passait, pendant qu'il se rendait seul à la loge. En entrant, Grasshopper aperçut 5 manites à l'apparence horrible en train de manger. C'était le père et ses 4 fils. Ils étaient vraiment hideux à regarder. Leurs yeux nageaient bas dans leur tête et ils regardaient partout comme s'il était à moitié affamé. Ils proposèrent à Sauterelle quelque chose à manger, ce qu'il refusa poliment, car il soupçonnait fortement qu'il s'agissait d'un fémur d'homme. « Pourquoi es-tu venu ? » dit le vieux. « Rien, répondit Grasshopper. »« Où est ton oncle ? » Ils le regardèrent tous et répondirent. « Nous l'avons mangé hier. »« Que veux-tu ? » Rien, a déclaré Grasshopper. « Où est ton grand-père ? » Ils répondirent tous avec un autre regard large. « Nous l'avons mangé il y a une semaine. »« Vous ne souhaitez pas lutter ? » « Oui. » répondit Sauterelle. « Cela ne me dérange pas si je fais un tour. Mais vous devez être tranquille avec moi, car vous voyez que je suis très petit. » Le porteur de la pipe, qui se tenait assez près pour entendre la conversation, sourit jusqu'aux oreilles en entendant cette remarque. Les manites répondirent. « Oh oui. Nous serons tranquilles avec vous. » Et tout en disant cela, ils se regardèrent et roulèrent des yeux d'une manière effrayante. Un sourire hideux apparut sur leur visage tandis qu'ils murmuraient entre eux. « C'est dommage qu'il soit si maigre. » « Va-y, dirent-ils au frère aîné. Les deux se préparèrent, le Manito et la Sauterelle, et ils furent bientôt serrés dans les bras l'un de l'autre pour un lancer mortel. Grasshopper connaissait leur objectif, sa mort,
Il voulait goûter à son petit corps délicat, et il était déterminé à ce qu'il l'ait, peut être dans un sens différent de celui qu'il voulait. Oh! Oh! Crièrent-ils, et bientôt la poussière et les feuilles sèches volèrent comme poussées par un vent fort. Le magnéto était fort, mais Grasshopper pensait pouvoir le maîtriser. Et tout à coup, lui faisant un petit voyage sournois, comme le méchant esprit essayait de finir son déjeuner avec un morceau de son épaule, il envoya le magnéto la tête en avant contre une pierre, et, appelant à haute voix les trois autres, il leur dit de venir emporter le corps. Les frères s'avancèrent alors l'un après l'autre, mais Sauterelle ayant récupéré son sang et s'étant assoupli grâce à l'exercice, les envoya bientôt tous les trois, en envoyant un dans un sens, un autre par là, et le troisième droit dans les airs, si haut qu'il ne jamais est redescendu. Il était temps pour le vieux magnéto d'avoir peur, et il eut terriblement peur et s'enfuit pour sauver sa vie, ce qui était la pire chose qu'il aurait pu faire. Car Grasshopper, parmi tous ses dons de force, était surtout connu pour la rapidité de son pied. Le vieux magnéto partit et, par simple plaisir, Grasshopper le poursuivit. Parfois il se trouvait devant le méchant vieil esprit, parfois il volait au-dessus de sa tête, et puis il continuait au trot régulier juste sur ses talons, jusqu'à ce qu'il ait expulsé tout le souffle du corps du vieux fripon. Pendant ce temps, son ami le porteur de pipe et les 20 jeunes guerriers s'écriaient « Ah! 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 Ah !» Sauterelle le chasse devant lui. Le magnéto tournait seulement la tête de temps en temps pour regarder en arrière. Enfin, quand il fut fatigué de ce sport, pour se débarrasser de lui, Sauterelle, d'une douce application de son pied, envoya le méchant vieux magnéto tourbillonner dans les airs, au cours duquel il fit un grand nombre de tours les plus curieux. Il avait parcouru le monde jusqu'à ce qu'il se pose, quand il tomba à califourchon sur un vieux taureau buffle, paissant dans un pâturage lointain, qui partit aussitôt avec lui au grand galop, et le vieux magnéto n'a pas on en a entendu parler jusqu'à ce jour. Les guerriers, le porteur de Calumet et Sauterelle se mirent au travail et incendièrent la loge des mauvais esprits, puis, quand ils regardèrent autour d'eux, ils virent que le sol était jonché de toutes parts d'ossements humains blanchissant au soleil. C'étaient les malheureuses victimes des manites. Sauterelle sortit alors 3 flèches de sa ceinture, et après avoir accompli une cérémonie au grand esprit, il en tira une en l'air en criant « Vous êtes couchés? Levez-vous, ou vous serez touchés. » Les os se sont tous déplacés au même endroit. Il tira la seconde flèche, répétant les mêmes mots. Lorsque chaque os se rapprocha de son semblable, la troisième flèche fit revivre toute la multitude de gens qui avaient été tués par les manites. Sauterelle conduisit la foule chez le chef du village, qui s'était montré son ami, et la remit entre ses mains. Le chef était là avec ses conseillers, avec lesquels il parlait à part. « Qui est plus digne que vous, dit le chef à Sauterelle, de gouverner. Vous seul pouvez les défendre. » Grasshopper l'a remercié et lui a dit qu'il était à la recherche de plus d'aventures. « J'ai fait certaines choses, dit la petite Sauterelle avec un peu de vantardise, et je pense que je peux en faire encore. » Le chef le pressait toujours, mais il avait hâte de partir, et nomma le porteur de pipe pour attendre et prendre sa place. Il repartit pour son voyage, promettant qu'il reviendrait un jour ou l'autre les voir. Oh! Ils ont tous pleuré. Revenez nous voir. Il a renouvelé sa promesse de le faire, puis partit seul. Après avoir voyagé quelque temps, il arriva à un grand lac et, en regardant autour de lui,
il découvrit une très grande loutre sur une île. Il pensa, sa peau me fera une belle pochette. Et il se redressa immédiatement à cou lointain et lui enfonça une flèche dans le côté. Il entra dans le lac et, avec quelques difficultés, le traîna jusqu'au rivage et gravit une colline surplombant le lac. Dès que Grasshopper a exposé la loutre au soleil où il faisait chaud, il l'a écorchée et a jeté la carcasse à une certaine distance, pensant que l'aigle de guerre viendrait et qu'il devrait avoir une chance de sécuriser ses plumes comme ornement pour le tête. Car Sauterelle commençait à être fier et était disposé à se montrer. Il entendit bientôt un bruit précipité comme celui d'un vent fort, mais ne put rien voir. Bientôt, un grand aigle tomba, comme s'il venait du ciel, sur la carcasse de la loutre. Sauterelle a tiré son arc et la flèche est passée sous ses deux ailes. L'oiseau fit un vol convulsif vers le haut, avec une telle force que son corps encombrant fut soulevé à plusieurs pieds du sol. Mais, les griffes profondément enfoncées, la lourde loutre ramena l'aigle à terre. Sauterelle s'est emparé d'une poignée des meilleures plumes, a couronné sa tête avec le trophée et est parti de bonne humeur à la recherche de quelque chose de nouveau. Après avoir marché un moment, il arriva devant un plan d'eau qui inondait les arbres sur ses rives. C'était un lac creusé par des castors. Prenant place sur le barrage surélevé d'où le ruisseau s'échappait, il surveillait si l'un des castors se montrerait. Une tête sortit alors de l'eau pour voir qui les dérangeait. « Mon ami, » dit Sauterelle de son air le plus persuasif, « ne pourriez-vous pas m'obliger en me transformant en castor comme vous? Rien ne me plairait autant que de faire votre connaissance, je peux vous l'assurer. » Car Sauterelle était curieuse de savoir comment vivaient ces créatures aquatiques et quel genre de notions elles avaient. « Je ne sais pas, » répondit le castor, qui avait le nez plutôt court et bourru. « Je vais aller demander aux autres. En attendant, restez où vous êtes, s'il vous plaît. » « C'est sûr, » répondit Sauterelle en descendant la berge à plusieurs pas dès que le castor lui tourna le dos. Bientôt il y eut un grand clapotis d'eau, et tous les castors montrèrent la tête et regardèrent avec méfiance là où il se tenait, pour voir s'il était armé, mais il avait sciemment laissé son arc et ses flèches dans un arbre creux à proximité. Après une longue conversation, qu'ils menèrent à voix basse afin que Sauterelle ne pût saisir un mot, tendant l'oreille comme il le voulait, ils s'avancèrent tous encore vers l'endroit où il se tenait, le chef s'approchant du plus proche et levant la tête le plus haut hors de l'eau. « Ne peux-tu pas ?» dit Sauterelle, remarquant qu'ils attendaient qu'il parle le premier. « Ne peux-tu pas me transformer en castor? Je souhaite vivre parmi vous. » « Oui, » répondit leur chef. « Allongez-vous. » Et Sauterelle se trouva en un instant un castor et glissait dans l'eau, lorsqu'une pensée sembla le frapper, et il s'arrêta au bord du lac. « Je suis tout petit, » dit-il au castor d'un ton triste. « Vous devez me rendre grand, » dit-il. Car Grasshopper était terriblement ambitieux et voulait toujours être la première personne dans chaque entreprise. Plus grand que n'importe lequel d'entre vous. Vu ma taille actuelle, cela ne vaut guère la peine d'aller dans l'eau. Oui oui, dirent-ils. Bientôt, quand nous entrerons dans la loge, ce sera fait. Ils plongèrent tous dans le lac, et en passant au fond de grands tas de branches et de bûches, il en demanda l'usage. Ils répondirent. C'est pour nos provisions d'hiver. Quand ils arrivèrent tous dans la loge, ils étaient environ 100. Le lodge était grand et chaleureux. Maintenant, nous allons vous agrandir, dirent-ils. Cela fera-t-il? Oui, répondit-il. Car il trouva qu'il était 10 fois plus grand que le plus grand. Vous n'avez pas besoin de sortir, dirent les autres.
Nous t'apporterons de la nourriture dans la loge et tu seras notre chef. Très bien, répondit Grasshopper. Il pensa. Je vais rester ici et grossir à leurs dépens. Mais peu après, on entra dans la loge, essoufflé, en criant. Nous recevons la visite des Indiens. Tous se sont rassemblés dans une grande peur. L'eau commença à baisser, car les chasseurs avaient détruit le barrage, et bientôt ils les entendirent sur le toit de la hutte le briser. Tous les castors sautèrent dans l'eau et s'enfuirent ainsi. Grasshopper a essayé de les suivre, mais malheureusement, pour satisfaire son ambition, on l'avait rendu si grand qu'il ne pouvait pas se faufiler jusqu'au trou. Il a essayé de les rappeler, mais soit ils n'ont pas entendu, soit ils n'ont pas voulu s'occuper de lui. Il s'inquiétait tellement de chercher une porte pour sortir, qu'il ressemblait à une grosse vessie, gonflée et boursouflée par le soleil, et la sueur ressortait sur son front en boutons et en bulles énormes. Bien qu'il ait entendu et compris chaque mot prononcé par les chasseurs, et certaines de leurs expressions suggéraient des idées terribles, il ne pouvait pas redevenir un homme. Il avait choisi d'être un castor, et il devait l'être. Un des chasseurs, un petit homme indiscret, avec une seule mèche qui pendait sur un œil, ce petit bonhomme curieux a mis la tête par le haut de la hutte. Senkuo, s'écria-t-il. Tu Senkuo, me Shomik, le roi des castors est là. Alors toute la foule des chasseurs se jeta sur lui avec leurs massues et frappa son crâne jusqu'à ce qu'il ne devienne plus dur qu'un marécage au milieu de l'été. Sauterelle pensait aussi bien que jamais, bien qu'il fût un castor, et il sentit qu'il se trouvait dans une situation plutôt insensée, habitant la carcasse d'un castor. Bientôt, 7 ou 8 chasseurs hissèrent son corps sur de longues perches et repartirent avec lui chez eux. Pendant qu'il s'en allait, il réfléchissait de cette manière. Que vais-je devenir? Mon fantôme ou mon ombre ne mourra pas après m'avoir emmené dans leur loge. Des invitations furent immédiatement envoyées pour une grande fête. Mais dès que son corps se refroidissait, son âme étant mal à l'aise dans une maison sans chauffage, s'envolait. Ayant repris sa forme mortelle, Grasshopper se retrouva debout près d'une prairie. Après avoir parcouru une certaine distance, il aperçut un troupeau de wapitis en train de se nourrir. Il admirait leur apparente aisance et leur joie de vivre, et pensait qu'il ne pouvait y avoir rien de plus agréable que la liberté de courir et de se nourrir dans les prairies. Il avait été un animal aquatique et maintenant il souhaitait devenir un animal terrestre, pour apprendre ce qui se passait dans la tête d'un élan lorsqu'il se promenait. Il leur demanda s'ils ne pouvaient pas le transformer en l'un des leurs. Oui, répondirent-ils après une pause. Mettez-vous sur vos mains et vos pieds. Il obéit à leurs instructions et se trouva aussitôt être un élan. Je veux de grandes cornes, de grands pieds, dit-il. Je souhaite être très grand. Car toute la vanité et la vaine gloire n'avaient pas été arrachées à Grasshopper, même par les coups violents des massues des chasseurs. Oui, oui, répondirent-ils. Là, exerçant leur pouvoir, es-tu assez grand? Cela fera l'affaire, répondit-il. Car, regardant dans un lac tout près, Sauterelle vit qu'il était très grand. Ils passaient leur temps à brouter et à courir çà et là, mais ce qui étonnait Sauterelle, bien qu'il relevât souvent la tête et dirigeât ses yeux de cette façon, il ne pouvait jamais voir les étoiles, qu'il avait tant admirées en tant qu'être humain. Ayant plutôt froid, un jour, Sauterelle se dirigea vers un bois épais pour s'abriter, où le suivit la majeure partie du troupeau. Il n'était pas là depuis longtemps lorsque des élans par derrière dépassèrent les autres comme un vent fort en criant « Les chasseurs sont après nous ».
Tous ont sonné l'alarme et sont partis en courant, Grasshopper avec les autres. Restez dans les plaines, disait-il. Mais il était trop tard pour profiter de ce conseil, car il s'était déjà emmêlé dans les bois épais. Sauterelle flaira bientôt les chasseurs, qui suivaient de près sa trace car ils avaient laissé tous les autres et le poursuivaient en criant. Il sauta furieusement, se précipita à travers les sous-bois et détruisit dans sa fuite des bosquets entiers de jeunes arbres. Mais cela ne faisait que rendre la tâche encore plus difficile pour lui, car il était un élan si énorme et si vigoureux, à sa propre demande. À ce moment-là, alors qu'il traversait un espace ouvert, il sentit une flèche dans son côté. Il ne pouvait pas le manquer, tant il présentait une marque si large au tir. Il bondit par-dessus les arbres sous la Smart, mais les flèches claquèrent de plus en plus fort contre ses côtes, et finalement l'une d'elles entra dans son cœur. Il tomba à terre et entendit le cri de triomphe des chasseurs. En remontant, ils regardèrent la carcasse avec étonnement, et, les mains portées à la bouche, s'écrièrent « Senkyuo ! Senkyuo !» Il y en avait une 60aine dans le groupe, partis pour une chasse spéciale, car l'un d'eux avait, la veille, observé ces larges traces dans les plaines. Lorsqu'ils l'eurent écorché, sa chair se refroidit et son esprit s'envola du cadavre, et Grasshopper se retrouva sous forme humaine, avec un arc et des flèches. Mais sa passion pour l'aventure n'était pas encore refroidie. Car en arrivant à un grand lac avec une plage de sable, il aperçut un grand troupeau de bernaches, et leur parlant dans la langue des bernaches, il leur demanda d'en faire une bernache. Oui, répondirent-ils aussitôt. Car la bernache cravant est un oiseau d'un caractère très obligeant. Mais je veux être très grand, a-t-il déclaré. L'ambition de la petite Grasshopper n'avait pas de limite. Très bien, répondirent-ils. Et il se trouva bientôt un gros bernache, tous les autres debout regardant avec étonnement sa grande taille. Vous devez voler en tant que leader, disait-il. Non, répondit Sauterelle. Je volerai derrière. Très bien, répondit le bernache. Nous avons encore une chose à vous dire, frère Sauterelle, car il leur avait dit son nom. En volant, vous devez faire attention à ne pas baisser les yeux, car quelque chose pourrait vous arriver. Eh bien, c'est vrai, dit-il. Et bientôt le troupeau s'envola dans les airs, car il se dirigeait vers le nord. Ils volèrent très vite, lui derrière. Un jour, alors qu'ils marchaient avec un vent fort et aussi vite que leurs ailes pouvaient battre, alors qu'ils passaient au-dessus d'un grand village, les Indiens poussèrent un grand cri en les voyant, surtout à cause de Grasshopper, car ses ailes étaient plus larges que deux grandes nattes. Point. Les gens du village faisaient un bruit si épouvantable qu'il en oublia ce qu'on lui avait dit concernant le fait de baisser les yeux. Ils avançaient maintenant aussi vite que des flèches, et dès qu'il rentrait son cou et l'étirait pour regarder les crieurs, son énorme queue était attrapée par le vent, et à plusieurs reprises il était soufflé. Il essaya de se redresser, mais sans succès, car à peine sorti d'un courant d'air violent, il tomba dans un autre, qui le traita encore plus brutalement que celui auquel il s'était échappé. Il descendit, faisant plus de virages qu'il ne le souhaitait, d'une hauteur de plusieurs kilomètres. Au premier instant où il regarda autour de lui, Sauterelle, en forme de grosse bernache, se rendit compte qu'il était coincé dans un grand arbre creux. Il était hors de question de reculer ou d'avancer, et là, malgré lui, Sauterelle fut obligé d'attendre jusqu'à ce que sa vie d'enfant se termine par la famine, quand, son esprit étant en liberté, il redevint un être humain.
Alors qu'il poursuivait son voyage à la recherche d'autres aventures, Sauterelle arriva dans une hutte dans laquelle se trouvaient deux vieillards aux têtes blanches d'un âge extrême. C'étaient de très beaux vieillards à regarder. Il y avait une telle douceur et une telle innocence dans leurs traits que Sauterelle se serait beaucoup amusé dans leur loge, s'il n'avait eu d'autre divertissement que celui de contempler les visages sereins et heureux des deux vieillards innocents aux têtes blanches d'extrême force. L'âge accordé. Ils le traitèrent bien et il leur fit savoir qu'il retournait vers son village, ses amis et ses gens, sur quoi les deux vieillards aux cheveux blancs lui souhaitèrent très chaleureusement un bon voyage et beaucoup de réconfort en revoyant ses amis. Ils se levèrent même, vieux et infirmes comme ils l'étaient, et se dirigeant avec beaucoup de difficulté vers la porte, ils s'efforcèrent de lui indiquer exactement la marche à suivre, et ils attirèrent son attention sur le fait que c'était beaucoup plus court et plus direct qu'il ne l'aurait cru lui-même. Ah! Quels joyeux trompeurs étaient ces deux vieillards aux têtes très blanches! Sauterelle, avec des bénédictions comblées jusqu'à ce qu'il soit presque hors de vue, partit de bon cœur. Il crut entendre de grands rires retentir après lui en direction de la loge des deux vieillards. Mais ce ne pouvait pas être les deux vieillards, car ils étaient certainement trop vieux pour rire. Il marcha d'un bon pas toute la journée, et le soir il eut la satisfaction d'arriver à une loge en tout point semblable à celle qu'il avait quittée le matin. Il y avait deux bons vieillards, et son traitement était en tout point le même, jusqu'à la bénédiction d'adieu et les rires qui le suivaient tout au long de son chemin. Après avoir marché le 3e jour et être arrivé à une loge comme auparavant, il fut convaincu, d'après le parcours qu'il avait suivi, qu'il avait voyagé en cercle, et par une entaille qu'il avait pratiquée dans le montant de la porte. Que c'étaient toujours les mêmes deux vieillards. Et que, malgré leur visage innocent et leur tête très blanche, ils lui avaient joué un triste tour. « Qui es-tu » dit Sauterelle. « Pour me traiter ainsi, sortez » dis-je. Ils furent obligés d'obéir à son appel, de peur que, dans sa colère, il ne leur ôte la vie, et ils apparurent à l'extérieur de la loge. Nous devons faire un petit essai de vitesse, maintenant, a déclaré Grasshopper. Une course? Ils ont demandé. Nous sommes très vieux. Nous ne pouvons pas courir. Nous verrons, a déclaré Grasshopper. Sur quoi il les mit en route, puis il les poussa doucement, ce qui les mit en mouvement. Puis il les poussa de nouveau, plus fort, jusqu'à ce qu'ils avançaient bien, quand il donna à chacun d'eux un choc stupéfiant avec son pied, et ils s'envolèrent à grande vitesse, faisant le tour du parcours. Et telle était la vertu magique du pied de Sauterelle, qu'aucun objet une fois lancé par lui ne pouvait en aucune façon s'arrêter. De sorte que, bien que nous sachions le contraire, les deux vieillards innocents, aux cheveux blancs et joyeux, trottent de toute leur force autour du cercle dans lequel ils ont séduit Grasshopper, jusqu'à ce jour. Poursuivant son voyage, Sauterelle, même si sa tête était chaude et bourdonnait de toutes sortes de projets, ne savait pas exactement quoi faire jusqu'à ce qu'il arrive à un grand lac. Il gravit une haute colline pour essayer de voir de l'autre côté, mais il n'y parvint pas. Il fabriqua alors un canot et partit. L'eau était très claire, d'un bleu transparent, et il vit qu'elle regorgeait de poissons d'une couleur rare et délicate. Cette circonstance lui inspira le désir de retourner dans son village et d'amener son peuple vivre près de ce magnifique lac. Vers le soir, arrivant sur une île boisée, il campa et mangea les poissons qu'il avait piqués, et ils se révélèrent aussi réconfortants pour l'estomac qu'agréables aux yeux. Le lendemain, Sauterelle revint sur le continent et, alors qu'il errait le long du rivage,
Il aperçut de loin le célèbre géant Manabojo, qui est un ennemi acharné de Sauterelle et ne perd aucune occasion de l'arrêter dans son voyage et de contrecarrer son désir. Des plans. Au début, Sauterelle eut l'idée d'avoir une épreuve d'esprit avec le géant, mais, après y avoir réfléchi, il se dit: Je suis pressé maintenant, je le reverrai une autre fois. Sans autre mal que de soulever un grand tourbillon de poussière, ce qui fit se frotter sévèrement les yeux de Manabojo, Sauterelle s'écarta tranquillement du chemin. Et il alla en même temps à bonne vitesse, car en moins de temps qu'on ne pouvait compter la moitié des étoiles dans le ciel d'une nuit d'hiver, il était rentré chez lui. Son retour fut accueilli par un grand brouhaha de festins et de chants, et à peine avait-il mis les pieds au village qu'il reçut des invitations à partager des repas dans différentes loges, ce qui lui aurait duré le reste de sa vie naturelle. Porteur de pipe, qui avait depuis quelque temps renoncé aux soucis d'un souverain et s'était replié sur son pays natal, dansa de joie à la vue de Sauterelle, qui, pour ne pas être en reste, le serra affectueusement dans ses bras, en le jetant de haut en bas dans les airs sur environ un demi-mile, jusqu'à ce que le petit porteur de pipe n'ait plus le souffle dans son corps pour dire qu'il était heureux de revoir Sauterelle à la maison. Grasshopper a raconté aux gens du village un récit vivant de ses aventures, et lorsqu'il est arrivé au lac bleu et aux poissons abondants, il s'est attardé sur leur charme avec un tel effet qu'ils ont convenu d'une seule voix que ce devait être un endroit glorieux où vivre. Et s'il leur montrait le chemin, ils déplaceraient leur camp et s'y installeraient immédiatement. Non seulement il leur montra le chemin, mais grâce à sa merveilleuse force et à sa rapidité, il transporta en moins d'une demi-journée tout le village, avec ses enfants, ses femmes, ses tentes et ses instruments de guerre, vers la nouvelle eau. Côté. Ici, pendant un certain temps, Sauterelle parut contente, jusqu'au jour où un message lui arriva sous la forme d'un ours, qui lui dit que leur roi souhaitait le voir immédiatement dans son village. Grasshopper fut prêt en un instant, et montant sur le dos du messager, il s'enfuit. Vers le soir, ils gravirent une haute montagne et arrivèrent à une grotte où vivait le roi ours. C'était une très grande personne. Et, gonflé de graisse et conscient de sa propre importance, il accueillit Sauterelle en l'invitant dans sa loge. Dès que cela fut convenable, il parla et dit qu'il l'avait fait venir en apprenant qu'il était le chef qui conduisait un grand groupe vers son terrain de chasse. Vous devez savoir, dit le roi ours avec un grognement terrible, que vous n'avez aucun droit là-bas, et j'aimerais que vous quittiez le pays avec votre groupe, sinon la force la plus puissante en prendra possession. Prenez note. Très bien, répondit Sauterelle en se dirigeant vers la porte, car il se doutait que le roi des ours s'apprêtait à lui faire un câlin. Ainsi soit-il. Il voulait gagner du temps et consulter son peuple. Car il avait vu en avançant que les ours se rassemblaient en grande force sur le flanc de la montagne. Il fit également savoir au roi ours qu'il reviendrait cette nuit-là afin que son peuple puisse être mis en possession immédiate de son ordre royal. Le roi ours répondit que Sauterelle pouvait faire ce qu'il voulait, mais qu'un de ses jeunes hommes était à ses ordres, et, sautant agilement sur le dos, Sauterelle rentra chez elle. Il rassembla le peuple et ordonna que la tête de l'ours soit suspendue hors du village, afin que les espions des ours, qui se cachaient dans les environs, puissent la voir et porter la nouvelle à leur chef. Le lendemain matin, au lever du jour, Sauterelle avait tous ses jeunes guerriers sous les armes et prêts au combat. Vers le milieu de l'après-midi, le groupe de guerre des ours arriva en vue, mené par le roi pourpre, et faisant un bruit énorme.
Ils avançaient sur leurs pattes postérieures et faisaient un spectacle très imposant de leurs dents et de leurs globes oculaires. Le chef des ours lui-même s'avança et, d'un geste majestueux de la main droite, dit qu'il ne voulait pas verser le sang des jeunes guerriers. Mais que si Sauterelle, qui semblait être le chef du groupe de guerre, y consentait, ils feraient tous les deux une course, et le vainqueur tuerait le chef perdant, et tous ces jeunes hommes seraient les serviteurs de l'autre. Sauterelle accepta, bien sûr, le petit porteur de pipe, qui se tenait là, souriait quand ils se réconcilièrent. Et ils commencèrent à courir devant toute la compagnie de guerriers qui se tenaient en cercle pour les regarder. Au début, il y avait une perspective que Grasshopper serait sévèrement battu, car, même s'il continuait à se presser devant le grand et gros roi ours jusqu'à ce que la sueur coule de ses oreilles hirsutes, il ne semblait jamais capable de le dépasser. Peu à peu, Sauterelle, accomplissant un certain nombre des manœuvres les plus extraordinaires du monde, soulevait autour du grand gros roi ours de tels tourbillons et tourbillons avec le sable, et dansait de telle sorte, devant et après lui, qu'il finit par obtenir assez déconcerté et leur a crié de venir l'emmener. Hors de vue devant lui en atteignant le but, Sauterelle n'attendait que l'arrivée du roi ours, lorsqu'il lui enfonça une flèche en plein cœur et leur ordonna d'emmener le corps et de le préparer pour le dîner, car il commençait à avoir faim. Il a ensuite ordonné à tous les autres ours de se jeter sur eux et d'aider à préparer le festin, car en accomplissement de l'accord, ils étaient devenus serviteurs. Avec de nombreuses grimaces ironiques, les ours, bien que tenus d'agir de manière convenable dans leur nouveau caractère, selon le forfait, servirent le corps de leur défunt maître royal. Et ce faisant, ils tombèrent, soit par accident, soit à dessein, dans de nombreuses erreurs curieuses. Lorsque le festin fut servi et qu'ils furent convoqués, l'un d'eux, un jeune homme vif et curieux, fut trouvé sur le toit de la loge, la tête à mi-chemin dans la fumée. Trop, en vue de savoir ce qu'ils allaient manger pour le dîner. Un autre, un ours d'un certain âge, aux bras très longs, chargé des enfants en qualité de nourrice, serrait à mort 3 ou 4 jeunes papous les plus prometteurs, pendant que les mères étaient dehors pour veiller aux préparatifs. Et un autre, alors qu'il aurait dû attendre derrière son maître, avait grimpé sur un arbre ombragé et faisait sa sieste de l'après-midi. Et quand enfin le dîner fut prêt à être servi, ils arrivèrent avec les plats, les talons au-dessus de la tête, l'un après l'autre, de sorte qu'une moitié du festin était étalée sur le sol et l'autre moitié déposée de porte, de l'autre côté du lodge. Cependant, au bout d'un certain temps, grâce à une discipline stricte et à la menace de leur couper leurs provisions, les ours domestiques furent amenés à un contrôle assez raisonnable. Pourtant Sauterelle, avec son caractère toujours agité, était mal à l'aise. Et, après avoir fait tant de choses merveilleuses, il résolut de réformer strictement et en profondeur toutes les affaires du village. Pour éviter des difficultés futures, il résolut d'adopter de nouveaux règlements entre les ours et leurs maîtres. Dans ce but, il publia un édit selon lequel désormais les ours mangeraient à la première table et que les Indiens devaient les servir. Que dans toutes les processions publiques d'un caractère honorable, les ours devraient passer en premier. Et que lorsqu'un combat devait avoir lieu, les Indiens devraient avoir le privilège réservé de recevoir les premiers coups de feu. Une exemption spéciale fut accordée au conseiller préféré et confidentiel de Sauterelle, le porteur de la pipe, qui avait été très occupé en privé à recommander le nouvel ordre des choses,
qui devait être autorisé à s'asseoir à la tête du festin, et rester à la maison avec les vieilles femmes en cas de bataille. Ayant vu ces ordres strictement appliqués et les droits des ours sur les Indiens assez établis, Sauterelle se tourna vers de nouvelles aventures. Il résolut de partir quelque temps à l'étranger, et ayant un vieux compte à régler avec Manabozho, il partit avec l'espoir de rencontrer bientôt ce fameux géant. Grasshopper était un parent de sang de Dayimid, ou celui de la petite coquille, et avait entendu parler de ce qui s'était passé entre ce géant et son parent. Après avoir erré longtemps, il arriva à la loge de Manabozho, qui était absent. Il pensa qu'il devait lui jouer un tour, et ainsi il bouleversa tout dans la loge et tua ses oiseaux, dont il y avait une fréquentation extraordinaire, car Manabozho est le maître des oiseaux du ciel, et c'était le matin fixé pour qu'ils appellent et payent leur cour. À lui. Parmi eux se trouvait un corbeau, considéré comme le plus méchant des oiseaux, que Sauterelle tua et suspendit par le cou pour l'insulter. Il continua ensuite jusqu'à arriver à un point très élevé de rochers qui se jetait dans le lac, du haut duquel il pouvait voir la campagne à perte de vue. Alors qu'ils étaient assis là, les poules des montagnes de Manabozho volaient autour et devant lui en grand nombre. Par simple dépit envers leur maître, Sauterelle les tira par points, car ses flèches étaient très sûres et les oiseaux très nombreux, et il s'amusait à jeter les oiseaux sur les rochers. Enfin, un oiseau méfiant s'écria. Sauterelle nous tue. Va le dire à notre père. Une délégation d'oiseaux les plus rapides s'éloigna. Et Manabozho fit bientôt son apparition dans la plaine en contrebas. Sauterelle, qui, lorsqu'elle a tort, ne fait pas le poids face à Manabozho, s'est enfui de l'autre côté. Manabozho, qui avait atteint en 2 ou 3 enjambées le sommet de la montagne, s'écria. Vous êtes un coquin. La terre n'est pas si grande mais je peux vous atteindre. Sauterelle et Manabozho se sont lancés à sa poursuite. La course était vive. Et quels sauts et grands progrès ils ont fait. À travers les collines et les prairies, avec toute sa vitesse, Sauterelle et Manabozho s'acharnaient sur lui. Grasshopper avait encore en tête quelques idées espiègles qui, selon lui, pourraient se lier d'amitié avec lui. Il savait que Manabozho était sous le charme de restaurer tout ce que lui, Grasshopper, avait détruit. Aussitôt il s'arrêta et grimpa sur un grand pin, enleva son beau feuillage vert, le jeta au vent, puis continua son chemin. Lorsque Manabozho arriva sur place, l'arbre s'adressa à lui. Grand chef, dit l'arbre, veux-tu encore me donner la vie? Sauterelle m'a tué. Oui, répondit Manabozho, qui, aussi vite qu'il le put, rassembla les feuilles et les branches éparses, renouvela sa beauté de son souffle et partit. Bien que Sauterelle ait de la même manière obligé Manabozho à perdre du temps à réparer la pruche, le sycomore, le cèdre et bien d'autres arbres, le géant ne faiblit pas, mais s'avançant vivement, il le rattrapait rapidement, lorsque Sauterelle aperçut par hasard un élan. Et lui demandant, par égard pour une vieille connaissance, de le prendre sur son dos, l'élan le fit, et pendant quelque temps il fit de bons progrès, mais Manabozho était toujours en vue. Il gagnait rapidement sur lui, lorsque Sauterelle se jeta du dos de l'élan, et heurtant un grand rocher de grès près du chemin, il le brisa en morceaux et en dispersa les grains dans 1000 directions. Car c'était presque son dernier espoir de s'échapper. Manabozho était si près de lui à cet endroit qu'il l'avait presque rattrapé, mais la fondation du rocher criait. Eh! Ne me chaud? Sauterelle m'a gâté. Ne me redonneras-tu pas la vie? Oui,
répondit Manabojo. Il rétablit le rocher dans toute sa force. Il se lança alors à sa poursuite, et s'était approché si près de Sauterelle qu'il étendit le bras pour le saisir. Mais Sauterelle l'esquiva, et, comme sa dernière chance, il souleva immédiatement une telle poussière et une telle agitation par des tourbillons, qu'ils firent briser les arbres et faire danser le sable et les feuilles dans l'air. Manabojo étendait encore et encore son bras, mais il lui échappait à chaque instant et entretenait un tel tumulte de poussière qu'il se précipitait dans un arbre creux qui avait été abattu, se transformait en serpent et se glissait par les racines juste après. À temps pour lui sauver la vie. Car à ce moment Manabojo, qui avait le pouvoir de la foudre, le frappa, et il fut éparpillé en petits morceaux. Sauterelle avait de nouveau une forme humaine et Manabojo le pressait fort. De loin, il aperçut une très haute falaise de rochers s'avançant dans un lac, et il courut vers le pied du précipice qui était abrupt et élevé. Alors qu'il s'approchait, à sa grande surprise et son grand soulagement, le Manito du rocher ouvrit sa porte et dit à Sauterelle d'entrer. La porte fut à peine fermée que Manabojo frappa. « Ouvre-le » s'écria-t-il d'une voix forte. Le Manito avait peur de lui, mais il dit à Sauterelle, « Puisque je t'ai pris comme hôte, je préférerais mourir avec toi plutôt que d'ouvrir la porte. »« Ouvre-le » Manabojo cria de nouveau, d'une voix plus forte qu'auparavant. Le Manito garda le silence. Manabojo, cependant, n'a pas tenté de l'ouvrir de force. Il attendit quelques instants. « Très bien, » dit-il. « Je te donne jusqu'au matin pour vivre. » Sauterelle tremblait, car il pensait que sa dernière heure était venue. Mais le Manito lui dit de prendre bonne humeur. Quand la nuit tomba, les nuages étaient épais et noirs, et comme ils étaient déchirés par la foudre, on n'entendait jamais de telles décharges de tonnerre comme elles hurlaient. Les nuages avançaient lentement et enveloppaient la terre de leurs vastes ombres comme dans un immense manteau. Toute la nuit, les nuages se sont rassemblés, les éclairs ont éclaté, le tonnerre a grondé, et surtout on a entendu Manabojo murmurer sa vengeance contre la pauvre petite Sauterelle. « Tu as mené une vie très stupide, Sauterelle, » dit son ami le Manito. « Je le sais, je le sais. » Sauterelle répondit. « De grands dons de force vous ont été accordés, » dit le Manito. « J'en suis conscient, » répondit Grasshopper. « Au lieu de l'employer à des fins utiles et pour le bien de vos semblables, vous n'avez rien fait depuis que vous êtes homme, sinon soulever des tourbillons sur les routes, sauter par-dessus les arbres, briser en morceaux tout ce que vous rencontrez et faire 1000 choses. Des farces vaines. » Sauterelle, avec une grande pénitence, avoua que son ami le Manito ne parlait que trop vrai, et enfin son animateur, d'une manière encore plus sérieuse, dit, « Sauterelle, tu as toujours ton don de force. Consacre-le au bien de l'humanité. Chasse de ta tête toutes ces notions gratuites et vaines et glorieuses. Dans un mot, sois aussi bon que fort. » « Je le ferai, » répondit Grasshopper. « Mon cœur est changé. Je vois l'erreur de mes voies. » Noir et orageux comme cela avait été toute la nuit, quand le matin arriva, le soleil brillait, l'air était doux et doux alors que l'été descendait et que le vent se levait. Et au loin, sur le flanc d'une montagne, se tenait Manabojo, la tête sur les genoux, languissant et abattu. Son pouvoir avait disparu, car désormais Grasshopper avait raison, et il ne pouvait plus le toucher. Avec de nombreux remerciements, Grasshopper quitta le bon Manito, prenant le chemin le plus proche pour rentrer chez lui chez son propre peuple. En passant,
il rencontra un vieil homme qui errait dans le pays à la recherche d'un endroit qu'il ne trouvait pas. Dès qu'il apprit son problème, Sauterelle, plaçant le vieil homme sur son dos, s'éloigna précipitamment, et, au bout d'une courte heure, le déposa parmi ses propres parents, qu'il recherchait. Ne perdant pas de temps, Sauterelle arriva ensuite dans une plaine découverte, où un petit nombre d'hommes se tenaient aux abois, et sur le point d'être emportés par de grandes difficultés, dans une force de guerriers armés, féroces d'aspect et d'une force prodigieuse. Lorsque Sauterelle vit cette lutte inégale, s'élançant en avant, il saisit une longue perche nue, et, la brandissant de toutes ses forces, il repoussa les féroces guerriers, et, l'entourant de toutes parts, il les envoya bientôt de 1000 manières en grande hâte et dans une situation très douloureuse. Sans tarder à recevoir les remerciements de ceux à qui il avait apporté ce secours opportun, il fit de son mieux, et vers la fin de l'après-midi il était parvenu en vue de son propre village. Quelles ne furent pas sa surprise et son horreur, alors qu'il s'approchait, de découvrir les ours en excellente forme et chair, assis à loisir dans les arbres, regardant paresseusement pendant que ses frères indiens, pour leur passe-temps, dansaient une danse fantastique et ennuyeuse, au cours de laquelle ils étaient fréquemment obligés de se mettre à quatre pattes et de baisser la tête en signe d'une profonde obéissance à leurs maîtres ours dans les arbres. À mesure qu'ils s'approchaient, son cœur se serra en voyant à quel point ils étaient affamés, aux yeux creux et malheureux, et son horreur fut à son comble quand, alors qu'il entrait dans sa propre loge, il aperçut son favori et ami, le porteur de pipe, également à quatre pattes, lissant le sol avec la paume de ses mains pour en faire un endroit confortable. Pour les ours au retour du bal. Il ne fallut pas longtemps à Grasshopper pour décider de ce qu'il devait faire. Il reprit aussitôt le pouvoir dans le village, donna un coup de bâton aux ours et les envoya vivre dans les montagnes, parmi les siens, comme devraient le faire les ours, restituer au peuple tous ses droits. Leur a donné beaucoup à manger et à boire, exerçant sa grande force à chasser, à reconstruire leur hutte, à tenir en échec leurs ennemis et à faire tout le bien qu'ils pouvaient à chacun. La paix et l'abondance brillèrent bientôt et se déversèrent sur place. Et, sans jamais penser à toutes ces ébats sauvages et gratuits, les gens ont béni Sauterelle pour toute sa gentillesse et ont sincèrement prié pour que son nom puisse être tenu en honneur pendant 1000 ans à venir, comme ce sera sans aucun doute le cas. Le petit porteur de pipe se tenait aux côtés de Sauterelle tout au long de son parcours, et admirait ses manières autant maintenant qu'il avait pris l'habitude d'être ordonné et utile, que autrefois, quand il marchait à une vitesse d'1 kilomètre par minute et ramenait à la maison par pure insouciance. Des forêts entières dans ses bras pour du bois de chauffage, au milieu de l'été. Sauterelle vécut une grande vieillesse, et quand enfin il mourut, il n'y avait pas un œil sec dans toute la partie du monde où il passa ses derniers jours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.